Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Beryl 614. On ne s'engage pas dans ces métiers pour avoir une vie plan-plan, une vie calme et sans saveur. Donc il y a de l'adrénaline, il y a de l'enthousiasme et puis il y a de la pression. Olivier Masse, alias Beryl 614, vous avez quitté le ministère des Armées en juillet 2017 après 28 ans de service, 4 années au sein des forces spéciales et 15 années à la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Votre vie d'agent secret a commencé en 2002, année à laquelle vous avez été engagé dans une petite unité secrète spécialisée dans le montage des légendes. Vous avez ensuite été expert en contre-terrorisme, avez servi en Asie et au Moyen-Orient en tant que chef de poste au sein d'ambassades de France, puis avez occupé plusieurs postes à responsabilité en centrale à Paris, boulevard Mortier. En 2018, après avoir quitté vos fonctions, vous fondez une chaîne YouTube, Talk with a Spy, qui raconte le monde du renseignement et les dessous des conflits mondiaux. Et vous venez de sortir un livre, Profession espion, qui raconte votre vie au sein de la DGSE. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer la différence entre les forces spéciales et la DGSE ? Alors ce sont 2 unités militaires, mais les forces spéciales, elles interviennent avec un uniforme militaire français, et donc ce sont des actions revendicables, où la France est mise en avant, alors que le service action de la DGSE, lui, il y a un niveau de clandestinité que l'on n'a pas avec les forces spéciales. Là, les agents des actions de service action peuvent intervenir en civil et sous d'autres pavillons, sous d'autres nationalités. Donc quand on veut que ça soit parfaitement discret et que la France n'intervienne pas, eh bien on met en avant le service action de la DGSE. Quelle différence y a-t-il entre les risques pris par les forces spéciales et les agents de la DGSE ? La force spéciale et officier traitant, agent, espion de la DGSE, on ne fait pas forcément le même métier. Et donc il n'y a pas le même type de risque. Quand vous êtes combattant de force spéciale, vous prenez des risques sur votre vie. Vous êtes en situation de guerre, donc vous pouvez prendre une balle, vous pouvez être tué sur le terrain, sur le combat. Alors que, plus généralement, les risques pris par les agents de la DGSE, c'est d'être découverts, c'est d'être mis en prison, parfois torturés, souvent expulsés du pays dans lequel ils travaillent. Mais donc voilà, il y a un niveau de risque qui est forcément différent. Au sein des forces spéciales, pouvez-vous nous parler des situations à risque que vous avez rencontrées, que j'imagine nombreuses ? J'ai passé 4 ans au sein des forces spéciales, dans un régiment qui s'appelle le 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est basé à Bayonne.
Et donc, je me souviens d'une opération de guerre que j'avais fait à l'époque en Bosnie, à Sarajevo, où on devait faire respecter les accords de Dayton, qui consistaient à séparer les belligérants le long d'une frontière. Et on avait localisé une unité combattante avec des armes sur cette zone qui devait être démilitarisée. Donc, décision a été prise par le commandement de monter une opération de force pour forcer ces gens-là à être désarmés par la force. Et donc les ordres étaient très clairs, s'ils résistaient, on devait combattre et les tuer. Et donc il y avait une action de guerre. Donc on est parti un soir dans la nuit avec nos équipements de vision nocturne, avec nos armes imprévisionnées, avec nos balles réelles. Et puis on savait qu'on partait au combat, donc c'était un moment effectivement stressant et qu'il a fallu vivre en étant le plus calme possible. Quand on rejoint l'armée et plus précisément les forces spéciales ou la DGSE, est-ce qu'on pense aux risques que cela entraîne sur notre vie ? Je pense aux risques physiques, mais aussi moraux, personnels. Oui, bien sûr, quand on rentre dans ce genre de carrière, eh bien ces risques ils sont déjà pris en compte, que ce soit des risques physiques ou personnels, mais c'est aussi le sel de l'aventure, le sel de son engagement et la raison de son engagement. On ne s'engage pas dans ces métiers pour avoir une vie plan-plan, une vie calme et sans saveur. Donc il y a de l'adrénaline, il y a de l'enthousiasme et puis il y a de la pression. Parce qu'on est confronté à un risque qui peut être total, mais c'est aussi pour ça qu'on s'engage justement. Donc c'est ce risque que l'on recherche. Pourquoi avez-vous souhaité quitter les forces spéciales pour la DGSE ? Alors j'ai pas quitté directement les forces spéciales pour rejoindre la DGSE. J'ai été muté d'abord dans un régiment de cavalerie dans les pays de l'Est de la France. Donc c'était une période de ma carrière classique militaire. Lorsque je deviens capitaine, je quitte mes fonctions d'officier de terrain et pour avoir une partie de la carrière qui est plus une carrière de bureau, d'officier d'état-major. Et donc, l'intérêt de rejoindre la DGSE, c'était de reprendre prise avec ce travail de terrain qui était évidemment beaucoup plus enthousiasmant. Donc c'était ça, pour ça, ma raison de rejoindre la DGSE à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir une telle carrière ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ? Oui, c'était un rêve d'enfant, bien sûr. Mon père était militaire déjà, donc sa carrière me faisait rêver parce qu'elle était variée, parce que lui aussi était confronté au risque, un risque permanent souvent. Et donc j'ai d'abord voulu être militaire, c'était ça mon premier rêve. Et puis ensuite il y avait un camarade de promotion de mon père qui était un agent de la DGSE, et j'avais des flashs un petit peu de sa vie. Comme ça, on ne me disait pas grand-chose, on ne me donnait pas les détails de sa réalité opérationnelle, mais les petits flashs comme ça que j'avais de sa vie me semblaient passionnants. Et donc j'y avais pensé depuis longtemps, cette carrière dans l'espionnage. Quel genre d'enfant étiez-vous ? Quel genre d'enfant j'étais ? Un enfant assez sage, qui travaillait très correctement à l'école, qui ne posait pas de problème à ses parents. Donc j'étais un enfant lambda, hein. Je me suis pas distingué particulièrement lors de mes jeunes années. Un enfant sage, je dirais. Quels profils sont engagés à la DGSE ? On engage tout type de profils à la DGSE. Puis d'abord, il y a plein de métiers différents. Donc il y a des agents secrets, il y a des analystes, il y a des experts techniques, des scientifiques, des responsables des ressources humaines, de l'infrastructure, etc. C'est toute une organisation de près de 7000 personnes. Donc, évidemment, les profils sont très variés. Mais pour faire ce travail d'agent secret, d'officier traitant sur le terrain, on cherche des gens posés, des gens stables psychologiquement, essentiellement. Des gens qui, face au risque, ne vont pas partir en vrille et faire n'importe quoi. Donc on a besoin de stabilité, ça c'est évident. Vous y consacrez une vidéo sur votre chaîne, Talk with a Spy. Quelles sont les qualités principales à avoir ? Alors, les qualités principales d'un espion, je dirais que c'est sa capacité de faire de l'empathie. Le renseignement, c'est souvent du renseignement humain. Il s'agit de recruter une source humaine.
Et donc là, il faut arriver à comprendre la personne qu'on a en face de soi. Et puis il faut comprendre ses motivations, ses ressorts. Et donc cette capacité d'empathie, elle est pour moi essentielle. Et puis évidemment, il faut se montrer curieux de tout, il faut avoir une bonne capacité d'analyse, il faut savoir écrire aussi, parce qu'on écrit beaucoup dans ce métier. On écrit beaucoup des rapports avant, après. Donc ça, c'est aussi une qualité importante à avoir. Est-ce qu'il faut avoir une appétence naturelle pour le risque ? Eh bien oui, je pense qu'il faut être attiré par le risque. Il y a dans ce métier-là, je pense que les gens qui se font acte de candidature, ils ont aussi un attrait pour le risque et pour des vies qui changent de l'ordinaire. Et donc, évidemment, je pense qu'il faut être attiré par le risque quand on rejoint la DGSE. Dans votre livre Profession espion, vous parlez de l'épreuve du café. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Alors l'épreuve du café, elle existait avant que j'arrive à la DGSE, et puis je pense qu'elle existe toujours à l'heure actuelle. C'est un peu une épreuve initiatique où tout le monde doit passer pour pouvoir véritablement entrer dans le club des officiers traitants et des agents de la DGSE. Vous devez passer par l'épreuve du café. Alors, c'est une épreuve qui consiste on vous désigne un café que vous ne connaissez pas, à une heure précise, vous rentrez dans le café, et là, vous devez faire ami avec une personne de votre choix. Et le but, c'est de la faire parler, de discuter, et d'obtenir, cerise sur le gâteau, son numéro de téléphone. À l'intérieur du café, vous avez des contrôleurs qui vous regardent pour voir si vous réussissez ou non votre exercice. Moi, oui, effectivement, je l'ai réussi, haut la main, entre guillemets, mais d'une manière un peu facile, parce que j'ai choisi une cible qui était vraisemblablement un pilier de bar, un homme seul, qui semblait un peu perdu, un peu seul, et je me suis dit, bon, celui-là, c'est la bonne cible, il va tout me raconter. Donc ma seule qualité, finalement, mon seul exploit, ça a été de me frayer un passage à côté de cet homme-là, parce que le bar était un peu bondé. Et une fois que je me suis trouvé à ses côtés, ça a été facile. Il m'a effectivement tout raconté de sa vie. Vous pouvez me parler des autres tests ? Bon, d'autres tests, il y en a d'autres, effectivement. Il y en a un que j'ai subi lorsque j'ai débuté ma carrière, dans ma partie clandestine de ma carrière. Un test qu'on voit au cinéma avec un film avec Brad Pitt, où il doit apparaître à la fenêtre. Donc son instructeur est avec lui dans la rue, et puis il regarde une façade d'un immeuble, il dit voilà, tu vois la fenêtre au 2e étage, celle de droite, dans 10 minutes tu dois apparaître à cette fenêtre. Alors voilà, donc il faut trouver la bonne intervention, le bon prétexte pour pouvoir sonner à la porte et puis donner confiance à la personne qui ouvre et lui dire voilà, j'ai besoin de vérifier quelque chose à votre fenêtre. Donc il faut trouver le bon prétexte, la bonne solution. Quel est le but de ces tests ? En mission à l'étranger, de toute façon, plus on a vécu d'exercices réalistes et concrets sur le terrain, plus évidemment on est armé dans des situations réelles. Je pense qu'il y a d'une part la formation, mais surtout l'expérience du terrain. Et c'est à partir quand on multiplie les expériences vécues, qu'on réagit mieux dans les situations réelles. Donc oui, tout ce genre d'exercices, qui sont des exercices qui sont faits sans filet, dans la rue, avec des vrais gens, et le résultat est aléatoire, ça fait partie des choses qui bâtissent votre expérience et qui vous servent par la suite. En mission à l'étranger, en quoi ces tests vous ont servi dans des situations réelles ? Eh bien, c'est difficile de vivre sous une fausse identité complète. Vous êtes un autre. Vous ne pouvez pas dire qui vous êtes réellement. Toute votre propre identité réelle, vous devez la maintenir cachée. Donc vous mentez en permanence. Vous êtes en permanence dans une manipulation. Et puis vous avez toujours un peu peur de faire un faux pas, de dire quelque chose que vous n'aurez pas dû dire, de dire quelque chose qui ne colle pas avec votre nouvelle identité, votre légende. Donc c'est difficile, et plus c'est long, plus c'est épuisant. Vous dites dans une interview, mentir, ça s'apprend. Comment ? Mentir, ça s'apprend, oui. Alors je pense que c'est
Le mensonge, il fonctionne lorsqu'il est préparé en avance. C'est ça la clé. Donc si vous êtes surpris, vous n'avez rien préparé, vous allez chercher vos mots et vous allez balbutier peut-être. Et donc du coup, vous allez faire naître le doute sur la personne qui est en face de vous. Alors que si vous avez préparé, anticipé les questions qu'on va vous poser, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous cherchez. Si évidemment vous dites je suis devant cette porte parce que je surveille quelqu'un qui va en sortir, ça va pas. Donc il faut avoir prévu déjà une réponse à donner, une réponse toute faite. Je vais à la pharmacie qui est juste à côté, là, au numéro 108, par exemple. Une légende, pour ceux qui n'auraient pas regardé le bureau des légendes, est donc une identité fictive avec une adresse, un réseau d'amitié, de faux papiers, un faux permis de conduire, une fausse carte bancaire. Comment on crée une légende ? Bon, comment créer une légende ? Je ne vais pas vous donner toutes les subtilités et les recettes, parce que ça fait partie des savoir-faire des services secrets et de la DGSE en particulier. Et ça, je ne suis pas habilité à vous donner les détails d'une légende. Mais grosso modo, pour qu'une légende soit la plus réaliste et la plus crédible possible et qu'elle fonctionne, il ne faut pas s'éloigner trop de la véritable vie de l'agent. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui fait des études généralistes, je ne vais pas devenir tout d'un coup un scientifique de haut niveau. Donc, je ne vais pas me créer la légende d'un scientifique. Donc, il faut rester crédible et ne pas trop s'éloigner de ses qualités et de ses capacités propres. Combien d'identités avez-vous eu, Beryl 614 ? Bon, des identités, j'en ai pas eu beaucoup. On peut intervenir plusieurs fois sur des fausses identités, mais des véritables légendes travaillées au long cours, en vivant sa légende, en développant des amitiés, des gens qui nous connaissent sur cette fausse identité. Ça, on ne peut pas en développer beaucoup. Donc, moi personnellement, j'ai eu deux identités fausses qui m'ont permis de faire des missions à l'étranger. N'y a-t-il pas le risque finalement de préférer sa fausse vie plus exaltante que sa vraie vie ? Alors c'est un vrai risque, c'est vrai, ça existe. Moi j'ai connu des amis qui ont eu du mal à rejoindre leur vraie vie parce que leur fausse vie, effectivement, ils devaient infiltrer des réseaux de grande criminalité, donc ils participaient à des grandes soirées où il y avait beaucoup d'alcool, de drogue, de filles, etc. Des choses pas forcément très recommandables, mais qui pouvaient être assez exaltants. Puis ensuite, quand ils revenaient à Paris, dans la grisaille parisienne, il y avait comme un décalage. Et moi, personnellement, dans ma fausse identité, elle était moins exaltante que ma vraie vie. J'étais un personnage un peu terne dans ma légende. Donc ça me faisait pas de mal du tout de quitter ma fausse vie pour rejoindre la vraie. Dans la série Le Bureau des légendes, on voit des agents être arrêtés, torturés, enlevés, alors qu'ils sont en mission à l'étranger. Quand vous étiez sur le terrain, quelle situation dangereuse avez-vous vécue ? Oui, j'ai connu pas mal de situations un petit peu difficiles, stressantes. Notamment lorsque j'étais agent clandestin, j'étais infiltré dans des zones où il y avait très peu d'occidentaux, j'étais le seul d'ailleurs, et dans des zones de haute criminalité, sur des passages de frontières délicats. Et donc là, vous sentez que vous êtes observé, que vous ne passez pas forcément bien dans le paysage et que vous n'avez pas forcément de raison valable de vous trouver là où vous êtes. Donc c'est un peu stressant. J'ai également été impliqué dans des pays dans lesquels il y avait une forte tension sécuritaire, avec des attentats, avec des prises d'otages. Donc vous savez très bien que vous pouvez devenir une cible si vous êtes détecté et si on sait que vous êtes un agent secret. Vous devenez une cible pour beaucoup de personnes, donc des risques, j'en ai vécu pas mal dans ma vie d'agent secret. Est-ce que les risques des missions étaient évalués en amont ? Évidemment, tous ces risques sont évalués avant de rentrer, avant d'être infiltré en mission, et on essaye de les limiter en les prévoyant en avance. On appelle ça un petit peu les cas non conformes dans une mission, dans une préparation, dans une planification de mission. Tiens, si la personne que tu dois attendre que tu dois rencontrer à telle heure ne se présente pas au rendez-vous, qu'est-ce que tu fais ? C'est un cas non conforme.
Si finalement, entre ton déplacement de telle ville vers telle ville, tu es arrêté un barrage, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu es arrêté, tu es emprisonné. Quelles sont les réactions que tu dois prévoir? Donc tous les risques sont évalués, sont préparés de manière à les limiter, de manière à avoir la bonne réponse lorsque le problème arrive. Mon podcast est là pour montrer que la peur n'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur durant l'une de vos missions, particulièrement lorsque vous faisiez partie du service clandestin? Oui, alors quand je vous parlais de ma mission en clandestinité, lorsque je me retrouvais près d'une frontière avec une grosse zone de criminalité, eh bien là, vous avez peur, évidemment, mais c'est jamais une peur, en tout cas en ce qui m'a concerné. Quand je faisais face à un risque sur le terrain, un risque opérationnel, c'était tout à fait positif, parce que là, tous nos sens sont en éveil, on pense à 2000 à l'heure, beaucoup plus rapidement, on trouve des solutions très rapidement, on est réactif, on est survolté, on essaye de rester calme en surface, de ne pas montrer qu'on est très agité en fait pour essayer de détecter tout ce qui ne va pas. Mais finalement, effectivement, la peur est un moteur aussi, un moteur d'efficacité. C'est indéniable. Je l'ai vécu, ressenti plusieurs fois. Est-ce que vous avez des astuces, conseils à nous donner pour gérer cette peur? Alors des astuces pour gérer cette peur, ouais, il faut savoir, faut l'apprivoiser, faut la voir de manière positive, comme on vient de le dire. C'est pas quelque chose de négatif, il faut l'accepter, un petit peu à la manière d'un moine bonze, zen. Et puis il faut éviter aussi les pensées parasites. La peur, elle est bien quand elle est maintenue à un certain niveau, et l'angoisse à un certain niveau, mais quand ça devient paralysant, quand ça devient j'ai peur en permanence, cette voiture-là va sauter, maintenant c'est celle d'après, celle-là elle est peut-être piégée. Bon, là, quand on laisse libre cours à ce genre de pensées négatives, il faut y mettre un frein et pas penser à ce genre de pensées qui sont très négatives pour le coup. Vous en parlez dans votre livre, vous évoquez les difficultés de concilier vie personnelle et sociale avec le secret de la vie d'espion. Vous avez d'ailleurs divorcé, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on raconte à sa femme et ses enfants sur sa profession? Eh bien, de toute façon, la femme et ses enfants savent. On ne va pas leur cacher qu'on travaille pour la DGSE, sinon on aura du mal à créer un couple qui se tient. Donc ça, on leur en parle, en tout cas c'est à ses proches, à ses parents, à sa femme. À ses enfants, c'est autre chose, ça dépend de leur âge, ça dépend de comment ils sont. Moi, les miens, ils l'ont su lorsqu'ils ont eu 16 ans, parce que plus jeunes, c'était problématique. On était dans un pays à l'étranger plusieurs fois, et on n'avait pas envie qu'ils racontent des choses dans leur cours d'école à leurs camarades, donc ils n'ont jamais su que j'étais agent secret. Donc voilà, en tout cas, on en parle le moins possible, et puis même si on raconte qu'on est de la DGSE, on ne va pas parler de son travail au quotidien, on ne parle pas de ses dossiers, on ne parle pas de ce qui nous trotte dans la tête d'un point de vue de boulot. Donc ça, c'est évidemment une contrainte. Et lorsqu'on est sur le terrain, est-ce qu'on peut dire où on est, donner des nouvelles? Alors il y a deux carrières d'agent secret, puis deux périodes, en tout cas en ce qui me concerne. Donc d'abord, j'étais officier clandestin, sous légende, sous fausse identité, sous faux passeport. Donc là, dans ces cas-là, on ne dit pas forcément où on est, et puis on ne donne surtout aucune nouvelle. Il n'y a aucun contact possible, parce que les contacts, ils vous recollent à votre vraie vie et à votre haute identité, et ça, c'est pas possible. Donc pendant toute la durée de votre mission sur le terrain, vous ne pouvez donner aucune nouvelle. Donc ça, c'est assez une sacrée contrainte pour vivre une vie de famille épanouie. Mais ensuite, il y a une carrière plus classique quand on est infiltré dans une ambassade, et là, on est muté pendant 3 ans à l'étranger. Et en général, lorsque la situation dans le pays le permet, la situation sécuritaire n'est pas trop forte, eh bien les familles viennent avec nous. Donc là, la famille, elle sait évidemment où on se trouve parce qu'elle est avec nous. Et le fait justement de ne pas pouvoir raconter en détail ce qu'on fait quand on revient, est-ce que c'est cela qui crée l'éloignement finalement ? Oui, bien sûr, ça n'aide pas à faire une vie de couple épanouissante, mais d'un autre côté, chaque histoire de couple est difficile, et donc est-ce que le fait de ne pas travailler, de ne pas pouvoir parler de son travail, crée une scission, un éloignement? Sans doute un peu.
Mais je pense que de toute façon, tout couple traverse ses difficultés. Et chaque métier a ses contraintes. Donc peut-être que celui d'agent secret en a plus que d'autres, c'est évident. Vous dites dans des interviews que vous ne pouviez pas avoir d'amis. Comment on vit des années sans avoir une vie sociale normale ? Eh bien, c'est vrai que de ces années de DGSE, j'en ai discuté aussi après coup avec d'anciens collègues. On n'a pas une vie sociale normale. On a du mal à avoir des amis, des amis véritables. On a ces anciens amis qu'on a eus avant, mais ensuite on ne va pas s'en faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on peut pas raconter ce qu'on fait aux gens qu'on découvre pour la première fois. Donc on raconte n'importe quoi ou on raconte quelque chose de terne et de pas passionnant qui ne donne pas envie de poser de questions. Donc du coup, sur ces conditions-là, développer une vie sociale n'est pas intéressante et donc on ne va pas mettre de l'énergie à ça et donc on n'a pas une vraie vie sociale. Sur le coup, ce n'est pas dur parce qu'on est porté par l'adrénaline de notre métier, par la passion de nos dossiers. Mais c'est quand ensuite on débranche. Moi, personnellement, quand j'ai quitté le service, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose d'important, de ne pas avoir une vie sociale épanouissante et pas d'amis. Mais je ne regrette pas non plus. Sur le terrain, vous avez expliqué que vous êtes déjà attaché à des contacts locaux avec lesquels vous ne pouviez pas entretenir de relations après votre mission. On le voit également très bien dans le bureau des légendes. Comment on gère le fait de devoir trahir ces personnes auxquelles on s'attache ? On se conditionne à l'avance ? Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. C'est d'ailleurs le but de ces missions, c'est comme ça qu'on les réussit, c'est qu'il faut bien s'entendre avec les gens qui nous entourent pour gagner leur confiance. Et moi, en particulier, je me souviens de m'être particulièrement attaché à quelqu'un qui m'avait aidé dans ma mission, qui me suivait en permanence et avec qui on a partagé beaucoup de choses en commun. On a longuement discuté, on avait du temps pour nous. Et puis quand il vient le moment où on termine la mission et donc on disparaît dans la nature, eh bien c'est pas forcément facile. Donc on essaie de trouver une explication à notre silence. Évidemment, on aimerait bien avoir la possibilité de continuer cette relation qui compte pour nous, mais la mission fait que comme on était avec une légende, avec une fausse identité, eh bien on va pas faire vivre indéfiniment cette fausse identité et donc il faut terminer la relation. Alors est-ce que c'est facile à gérer ? Est-ce qu'on se conditionne à l'avance ? Oui et non, c'est-à-dire que on sait très bien comment ça va se terminer. Alors on s'y prépare sans doute dans un coin de la tête, mais on n'y pense pas tout le temps parce que sinon on ne pourrait pas faire sa mission. Donc on y est un peu préparé, mais jamais complètement. Aujourd'hui, vous êtes marié à une certaine Jeanne, qui est de nationalité canadienne. Est-ce que la DGSE avait un droit de regard sur la femme que vous fréquentiez ? Quelque chose à dire ? Avant, dans les armées, on devait toujours demander l'autorisation à sa hiérarchie pour se marier. Maintenant, ce n'est plus le cas. On est au XXIe siècle. Mais pour la DGSE, c'est toujours le cas. Et donc la DGSE a un droit de regard en ce sens que on ne doit pas se marier à une personne étrangère. Et quand on le fait, parfois on peut avoir l'autorisation malgré tout de continuer à travailler pour le service, mais on signe un papier qui nous dit « vous êtes en dehors des clous » et le directeur général de la DGSE va statuer sur votre sort et va décider si vous êtes oui ou non apte à poursuivre votre mission. Donc voilà, c'est une contrainte importante qu'il faut avoir en tête avant de rejoindre la DGSE. Où est le risque pour sa famille à faire ce genre de métier ? Oui, la famille, elle prend aussi des risques parce que souvent, elle suit l'agent secret lorsqu'il est déployé à l'étranger, dans le cadre de missions longues où il est muté dans une ambassade de France à l'étranger pendant 3 ans. Et parfois, c'est dans des endroits particulièrement dangereux. Et donc la famille prend les risques au même titre que l'agent. Moi personnellement, ma famille m'a suivi dans des zones sensibles, des zones de crise, des pays, des capitales dans lesquelles il y avait des attentats terroristes de temps en temps, et il y avait des enlèvements. Je me souviens d'ailleurs d'un attentat qui avait eu lieu à 200 mètres de la maison. C'était une ONG qui était visée, c'était une attaque
une attaque suicide avec une ceinture explosive. Et donc là, les enfants, la famille étaient présentes et elle prend autant de risques finalement que l'agent qui est présent avec eux. En 2017, vous prenez votre retraite. Pourquoi cette décision ? Vous en aviez assez de cette prise de risque ? C'était une décision mûrement réfléchie, puis elle a été prise à deux. C'est une décision fondamentalement familiale pour pouvoir avoir une vie équilibrée, pour pouvoir être présent un peu plus à la maison, pour pouvoir m'occuper des enfants d'une manière plus équitable. Mais en tout cas, j'en avais pas assez de prendre des risques. Non, ça c'est pas du tout ça qui m'a fait prendre la décision de quitter le service. Si j'avais été tout seul, j'aurais continué encore de longues années. Donc non, c'est une raison essentiellement familiale. En 2018, vous créez votre chaîne YouTube, Talk with a Spy. Aujourd'hui, vous écrivez votre livre, Profession espion, et vous enchaînez les interviews. Comment un agent de la DGSE passe du secret à la notoriété publique ? Y a-t-il pas un risque de passer de l'ombre à la lumière ? C'est pas forcément facile et c'est pas non plus sans risque de passer ainsi de l'ombre à la lumière. Comme vous dites, il y a peut-être une explication un petit peu thérapeutique. Après toutes ces années de silence, j'ai peut-être envie d'exprimer une certaine part de ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu être. Ensuite, ce risque-là, il existe, mais je le limite parce que justement, je n'apparais pas à visage découvert. Lorsque je donne des interviews pour la télévision, mon visage est flouté. Donc ce risque est limité par la protection de mon anonymat. Donc on ne connaît pas mon nom, on ne sait pas où j'habite. Et donc si des gens me veulent du mal, ils auront un peu plus de difficultés pour me retrouver. C'est comme ça qu'on limite le risque d'apparaître ainsi à la lumière. Qu'est-ce qui vous pousse à faire une chaîne YouTube et aujourd'hui écrire un livre ? Le but que je recherche et que j'ai recherché en créant ma chaîne YouTube sur le renseignement et puis d'écrire aujourd'hui ce livre, c'est d'abord par le plaisir aussi, puis avec la volonté de continuer un petit peu mon métier que j'ai quitté et que j'ai aimé passionnément. Donc c'est de rester dans cette matière du renseignement et de l'espionnage qui me plaît beaucoup. Donc c'est de continuer à faire quelque chose que j'aime. J'aime le montage vidéo, j'aime la vidéo, la photo, le montage sur ordinateur. Donc tout ça, je peux faire ça. J'aime raconter les histoires, donc j'aime écrire. Et puis je pensais aussi qu'il y avait de la place pour une voix de l'intérieur qui explique comment est notre véritable métier. Parce que de ce que je lis moi-même et de ce que je vois à la télévision, au cinéma, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre. Et donc même si on a des séries de plus en plus réalistes comme Le Bureau de légende, je pense qu'il y a quand même un décalage forcément avec la réalité. Et donc sans trahir de secret, je pense qu'il y a un espace pour pouvoir raconter des choses de l'intérieur telles que un agent secret a pu le percevoir au long de sa carrière. Qu'est-ce que votre carrière vous a apporté ? La carrière, elle m'a apporté beaucoup. D'abord, surtout, au jour le jour, la satisfaction de faire un métier qui me plaisait. Quand on est dans un service comme celui-là, le lundi, on est heureux d'aller travailler. Et le week-end, on a un petit peu pensé parfois à la piste qu'on avait laissée tomber en vendredi, et on se dit, on a hâte de la reprendre plus loin. Donc c'est surtout ça d'abord. Ce métier, il m'a apporté une passion et un équilibre de satisfaction permanent. Et puis ensuite, j'ai vécu, je pense, des choses assez intenses, assez uniques dans des pays dans lesquels je ne serais pas allé si je n'avais pas fait ce métier-là. Est-ce que vous considérez que refuser le risque, c'est refuser de vivre ? Pour ma part, oui. Moi, j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de risques. Je ne veux pas une vie sans histoire, toute planifiée, toute rectiligne. Donc, moi, très concrètement, dans ma vie d'officier militaire, puis à la DGSE, j'ai toujours vécu au contact du risque, et sans le risque, je m'ennuie profondément. Donc j'ai besoin de risques pour vivre, c'est évident. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent, qui voudraient entrer à la DGSE ? D'abord, je leur conseillerais de regarder mes vidéos et puis de lire mon livre. Et si, après avoir fait ça, ils ont toujours envie de rejoindre la DGSE, c'est qu'ils le feront en connaissance de cause et sans doute pour les bonnes raisons.
Maintenant, une dernière question que je pose à tous. C'est quoi votre définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Bien, le risque, c'est la possibilité qui peut surgir à tout moment tant qu'on l'a pas prévu et qui va nous priver de notre vie, qui peut nous priver d'un conjoint, qui peut nous priver de notre travail. On peut tout perdre à tout instant. Et même si tout a été planifié, le risque peut survenir à n'importe quel moment. Donc c'est l'impromptu, c'est ce qui n'est pas prévu et ce qui peut tout bouleverser. Est-ce qu'il y a des risques plus spécifiques que d'autres qui nous permettent de vivre pleinement ? Je ne sais pas, j'en ai pas forcément en tête. Quels sont les risques ? Les risques, ils sont multiples. J'en ai connu plein de différents, des risques professionnels, des risques familiaux. La vie, elle est faite de risques et je ne veux pas en mettre un ou d'autres plus en avant que d'autres risques. Donc non, là voilà, je laisse cette question ouverte. De toute façon, il faut du risque pour vivre pleinement. En tout cas, c'était ce qui m'a conduit dans ma vie et qui me conduit toujours. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.